Cette épreuve de qualification, 24 compétiteurs, super motocross. Émile Dubé ici en compagnie de Pierre Wood et Marc Lachapelle. Et il y a bien sûr dans cette course le numéro 1, Ross Peterson. Et le départ est donné. À l'intérieur, Peterson est là. Une chute encore au virage numéro 1. C'est un accrochage. DJ Brick qui a chuté, qui reprend la moto. Mais il y a Peterson, lui, qui n'a pas été importuné, a bien joué sa tactique et il a réussi à voler cette première place, alors que derrière lui, les compétiteurs s'enchevêtraient les uns dans les autres. Oui, on va le revoir, Pierre. Oui, alors c'est un virage numéro 1 qui a été modifié, on vous le rappelle, mesdames, messieurs, cette année, mais qui cause des problèmes et qui cause des ennuis. C'est une bataille de tous les instants pour assurer des positions et nous voyons un accrochage qui, heureusement, n'a pas de fâcheuses conséquences sur les pilotes. Pendant que Ross Peterson confirme dans ce premier tour, confirme donc sa supériorité très nette. On le voit à l'écran d'ailleurs. Peterson qui est maintenant, avouons-le, on peut le qualifier du dieu du stade dans le motocross. C'est vraiment la figure que tout le monde recherche lors de cette épreuve. Tom Carson est en deuxième place, qui est un Américain de l'Ohio. Et on a en troisième position, je pense que c'est Darren Sharuga. C'est Darren Sharuga qui est terminé parmi les 10 premiers au championnat canadien. La présence de nombreux Américains ici doit certainement rehausser la qualité du rendement de Ross Peterson, qui depuis cette année, voire même l'an dernier, est allé tenter son expérience et évaluer son talent chez les Américains. Et en dépit de préparation moindre, le budget moindre certains Américains est un budget bien inférieur à celui des pilotes d'usine. Ross Peterson a vraiment tiré son épingle du jeu. Alors nous allons établir les positions. Ross Peterson, il est en tête, on le voit à l'écran, le numéro 1. Le détenteur de la deuxième position, nous le voyons, c'est le numéro 69, Tom Carson. Et en troisième position, le numéro 129 que nous voyons maintenant au haut de l'écran tout à fait. Darren Sharuga. C'est Darren Sharuga. Et on a une surprise, on ne le voit pas à l'écran. Il talonne Sharuga. C'est un autre inscrit de dernière minute qui approche de la ligne d'arrivée. Et c'est Mario Paquette, un vétéran québécois que l'on n'attendait pas cette année. Je le croyais à sa retraite. Et puis c'est extrêmement plaisant de le voir en quatrième position, en si bonne position, qui s'est rendu en finale l'an dernier d'ailleurs. Alors vous avez parlé avec raison, Camille, de l'importance de se frotter aux Américains. On apprenait avant la retransmission des épreuves d'aujourd'hui qu'un règlement a été modifié et qui permet maintenant aux Américains d'être homologués. Les performances sont homologuées dans le championnat national. Alors, il faut dire que ça crée évidemment une dimension tout à fait différente, autant pour les Américains qui cherchent donc à profiter du généreux fonds de points, mais également pour les Canadiens qui vont chercher à défendre leur territoire. Absolument. Vous savez, la raison première, je crois, de ce changement de règlement, historiquement, il y a à peu près 10 ans, on avait enlevé, finalement, on avait empêché les coureurs étrangers de récolter des points parce que la plupart des importateurs mettaient sous contrat des coureurs étrangers. Et le motocross n'est pas un sport canadien quand même. Et puis, depuis 10 ans, le calibre a augmenté de telle façon que le sport a pu produire des coureurs comme Peterson. Et Peterson qui a terminé l'an dernier, je pense, en quelle position du classement américain? Qui a terminé 13e en stade. Vous savez, parmi les 20 premiers, les 20 premiers en Supercross aux États-Unis, c'est comme les 20 quelques pilotes de Formule 1. Il faut se l'avouer, ce sont les meilleurs pilotes au monde en stade. Et ce qui est phénoménal cette année, c'est considéré comme un privé aux États-Unis. Ross Peterson est 5e en ce moment. Absolument phénoménal, et il n'a pas les moyens techniques et financiers sur des conducteurs d'usine comme le sont ces conducteurs de Formule 1, si l'on veut. Exactement. Avec tous les moyens mis à leur disposition pour le transport, première classe et tout, les mécaniciens, les ingénieurs, les techniciens, l'argent et tout le reste. Ross Peterson, en privé qu'il est, va défendre son nom avec les couleurs d'une compagnie qui devrait peut-être éventuellement l'aider à poursuivre sa carrière. En tout cas, messieurs, si Peterson ne bénéficie pas d'autant de moyens que les autres, il est en possession de tous ses moyens.
Absolument. Regardez-moi l'écart qu'il a réussi à creuser, c'est incroyable. Il a déjà négocié le 12e virage et son plus proche rival, c'est le numéro 69, Tom Carson, qui lui actuellement négocie le 12e virage. Alors on pourrait le chronométrer, Marc, mais je pense que c'est au moins une douzaine ou une quinzaine de secondes d'avance au premier rang. Et lui-même, Carson, a réussi à créer un écart pratiquement aussi considérable sur le détenteur du 3e rang, qui est Darren Sharuga. Environ une dizaine de secondes, ce qui est considérable. En termes de distance, actuellement, Peterson a environ quelques 125 à 130 mètres d'avance sur son plus sérieux rival, mais il faut dire qu'un 100 mètres, avec beaucoup de force, ça peut prendre un certain temps. Voilà, chez le coureur québécois, c'est... Là, c'est le numéro... Girard. Numéro 14. C'est Jim Byrne. C'est un Ontarien de Mississauga. Jim Byrne qui a été victime de cette malencontreuse chute, alors que nous revenons à notre meneur, Ross Peterson, avec 2 tours à faire dans cette épreuve de qualification. Et lorsque je parlais d'une avance d'environ 150 mètres, 140, 150 mètres, il faut dire que ça ne peut pas se franchir comme un sprint à la Ben Johnson, ou quelque chose du genre, parce qu'il y a énormément d'obstacles où il faut jouer de finesse, il faut jouer de synchronisme, et le nombre de secondes, c'est relatif. Voilà, ça sent un centimètre près. Ouais. Alors j'allais dire Tom Carson qui, lui, tente de préserver sa 2e position, mais elle n'est même pas menacée de toute façon pour l'instant. Alors Carson peut à peu près se balader autour du circuit, mais il y a quand même beaucoup d'éléments de recherche du parcours, de la ligne parfaite en vue, bien sûr, des demi-finales et des finales. On voit d'ailleurs à quel point Peterson maîtrise son pilotage. On le voit, qui utilise presque constamment ses jambes, qui prend même son temps, qui salue la foule durant le dernier tour. C'est le dernier tour pour lui. Il faut le faire en pleine confiance. Il n'est absolument pas menacé. Pourquoi risquer sa première position? Je ne sais pas si c'était peut-être à notre caméraman qui envoyait la main. C'est qu'on a quelques caméras au niveau du sol. C'est ce qu'on appelle être confiant et être passablement sûr de sa victoire qui est confirmée. Ross Peterson, et regardez l'écart incroyable. Ça, ce sont des retardataires. Ah oui, parce que le détenteur de la 2e position arrive à peine dans le dernier droit. Il a ralenti lui-même d'ailleurs. C'est Tom Carson qui franchit la ligne d'arrivée. Plus loin, encore beaucoup plus loin, le numéro 129, Darren Sharuga, qui, à son tour, franchit la ligne d'arrivée avec beaucoup d'avance lui aussi pour une 3e position. Donc, une épreuve de qualification qui aura été extrêmement facile pour Ross Peterson. Et je pense que Peterson aura réussi à nous montrer son immense talent. Alors, nous vous rappelons les résultats de cette épreuve de qualification. Au premier rang, Ross Peterson, un favori de la foule bien sûr. Tom Carson au 2e rang et Darren Sharuga se qualifie également. Il a terminé cette épreuve 3e. Un grand moment, la finale du Super Motocross. Ils sont 25 réunis suite aux épreuves de qualification, demi-finale et repêchage, les meilleurs de chacune de ces compétitions antérieures. Ils se retrouvent maintenant et c'est la lutte pour la grande finale. Les noms, bien sûr, les Alan Dick qui défend son titre, Ross Peterson qui veut revenir comme champion, les Scooter Stafford, les Arnaud Bernard, Carl Vaillancourt et le jeune Vaillancourt également. Ils sont tous là. Doug Hoover est là également. Tom Carson est là également. Andy Stacy qui a été très spectaculaire dans sa manche éliminatoire, Kevin. Jeff Sherwall qui est là également comme compétiteur. Et bien sûr, on va surveiller la technique, la dextérité, la finesse dans le premier virage, mais ce ne sera pas tout ce qui va compter puisque l'épreuve compte 15 tours. Alors il y aura possibilité d'audace, d'accident, et une erreur au départ, vous pourrez quand même récupérer. Et de stratégie également. Et on voit encore, j'ai remarqué que Ross... Un moment, Marc, 5 secondes, surveillons la barrière de départ. Elle maintenant, lorsqu'elle va s'abaisser. On voit la cabane. Voilà, le départ est donné. Attention au virage numéro 1. Arnaud Bernard! Arnaud Bernard, il À l'intérieur, bien situé. Dérapage. Peterson est premier.
troisième. Tom Carson. On a Alan King. Troisième. Alan King est en troisième. On a les 4 premiers. King qui s'est inscrit dans les dernières minutes. Alors, c'est Stafford, Alan King, Arnaud Bernard, Andy Stacy. On a aussi le numéro Michel Baudouin également qui est... Daniel Baudouin, oui. Plutôt Daniel Baudouin, vous avez raison. Baudouin. Le numéro 11. Numéro 7, Calvin Yancourt qui est parmi les premiers lui aussi. 5e, côte à côte avec Arnaud Bernard en ce moment. Et Arnaud Bernard qui prend le deuxième rang maintenant. On a Peterson, Alan King, Scooter Stafford qu'on vient de voir. On a Arnaud Bernard, Bernard, quatrième. Calvin Yancourt, cinquième. Calvin Yancourt, 5e. Et ça promet, parce que l'an dernier, les deux ont été victimes d'une chute causée par nos coureurs. Un tour de complété pour les meneurs. Peterson, Stafford, Alan King est 2e, il a doublé Stafford. Et on va attendre, on va revoir pour le départ. Comment Ross Peterson a réussi à voler la tête dans le premier virage. On voit avec quand même des compétiteurs à l'intérieur, dont Arnaud Bernard, que l'on voit tenter de se faufiler, mais sans succès. Il coupe la trajectoire de Scooter Stafford et s'enfuit ensuite. On voit à quel point il est méthodique. Il faut dire, je le rappelle, Marc, c'est bien important. Et Camille l'a mentionné, c'est une course sur 15 tours, donc il y a du temps d'endurance pour la stratégie. Absolument. Et, Peterson, évidemment, est habitué, lui, à la position de commande. Mais on l'a mentionné à plusieurs reprises, la position de commande n'est pas nécessairement la plus confortable, si vous voulez, dans une épreuve comme celle-là. Non, mais lorsque l'on s'appelle Ross Peterson et qu'on est en tête, je pense que lui peut se le permettre de maintenir la tête. Ce n'est pas le genre de garder derrière lui. Non, il faut absolument pas. D'ailleurs, Peterson ne songe absolument pas à ralentir parce que King est à peine à une seconde et demie derrière lui. Donc, si on évaluait un petit peu les véhicules en présence, comparé au conducteur, on parle souvent de cette fameuse histoire véhicule mécanique versus le conducteur ou le pilote. Est-ce que Ross Peterson a le meilleur véhicule? Non. Selon moi, la mécanique est extrêmement égale ici. Lorsque Peterson concourt aux États-Unis, il est désavantagé parce qu'il a une machine de production qui n'est pas une machine d'usine, lesquelles motocyclettes peuvent valoir jusqu'à 25, 30, 40 000 suspension spéciale, moteur plus puissant, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, les deux premiers qu'on voit, Ross Peterson et Alan King, sont les deux compétiteurs sans doute les plus costauds du circuit américain. Ces deux-là se connaissent très bien. À 3 ou 4 occasions cette année, ils ont terminé à une position l'un de l'autre. Ils sont de gabarit à peu près égal, et là on voit Alan King, ce n'est pas gagné pour Peterson, je vous le garantis. Et Camille et Marc, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Alan Dick est quand même loin. J'essaie de le retrouver actuellement, le numéro 2. Et le chute de Peterson! Oui, Combien de fois Peterson chuté? Vous voyez la pression. Et King qui a réussi à prendre la tête. Et là, on va voir un spectacle, parce que Arnaud Bernard est tout juste derrière Peterson. On revoit la chute. Une ornière, on parlait des ornières un peu plus tôt. Sa moto a Il a percuté une balle de poing. Il a ruade. Et maintenant, Arnaud Bernard a doublé Peterson. Stafford qui l'attaque lui aussi. Donc, on va simplement en train de ramasser. Alors, prendre sa machine. Alors, rétablissons les positions, Camille. Alors, En première position, c'est Alan King. En deuxième position, Arnaud Bernard. Troisième position, c'est surprenant, c'est Ross Peterson. Et en quatrième position, c'est Scooter Stafford. et en cinquième, Andy Stacy. Calvin Yancourt, sixième. Et Glenn Nicholson, septième. Hoover, huitième. Alors ça, ce sont tous des noms, les 8 premiers qui peuvent aspirer à la victoire encore. Crème de la crème. Il y a Peterson qui prend la deuxième position maintenant. Alors là, le champion Et là, tenez-vous bien. a l'intention de rattraper le terrain perdu. Parce que Peterson n'est pas seulement stratège. Et maintenant, il est déséquilibré. Arnaud Bernard reprend la deuxième position. Qu'est-ce qui peut se produire, Marc, actuellement? Moi, je crois que quand on est dans Peterson, A réussi à remonter. concentration et synchronisme vont de pair en Supercross et c'est crucial. Regardez. Évidemment qu'il va reprendre. Au ralenti, on le voit bien, Marc. Oui. La façon dont il a repris la deuxième place devant Arnaud Bernard. Il l'avait perdu momentanément et là, présentement, Peterson qui accélère. Il est à la poursuite littéralement de Alan King. Bernard est toujours troisième. Mais l'écart est grand. Attaqué par Scooter Stafford à l'extérieur, on le voit à l'écran, à gauche de l'écran. Et Alan King, le meneur, qui roule. Là, on voit la différence. Peterson se doit de forcer. Forcer en Supercross, c'est dangereux. Alors, regardez cette scène. On voit tout Vous le voyez monde. le leader
réussi à quitter l'écran à votre gauche après le troisième virage. Regardez l'écart qu'a Ville, parce que Peterson est deuxième, et lui, à ce moment-ci, attaque cette portion du circuit. Alors l'écart est considérable, et Marc Lachapelle... Je crois que ça s'approche des 10 secondes. 10 secondes. Alors 10 secondes, 10 secondes. Mais évidemment, il reste 11 tours. Oui. Alors, ce qui veut dire qu'une seconde au tour, c'est possible. Mais j'ai un indice intéressant pour vous. Dans la dernière manche du championnat américain, où Peterson et King se sont affrontés, King pour la première fois a terminé devant Peterson cette année. Pour la première fois. Eh bien. Et présentement, King doit certainement maintenir une vitesse constante, ne peut se permettre de ralentir parce que Ross Peterson vient à sa poursuite et tente d'accélérer continuellement. Mais est-ce que King aura la force physique, mentale, morale, de concentration pour maintenir continuellement son rythme alors qu'il n'a pas de compétiteur, il n'a pas de défi près de lui? N'oubliez pas, lui, il n'a pas... Là, maintenant, on voit la lutte, le duel. Ah oui. Arnaud Bernard est pour la troisième position. Stafford qui talonne Arnaud Bernard. Et non seulement il le talonne de près, mais c'est une véritable charge. Et on a vu l'ombre de Andy Stacy qui se rapproche de ces deux coureurs d'ailleurs. Et pour votre information, Marc, Alan Dick, on le cherchait, ben, il est 10e à peu près. Alors Dick, mais Oui, derrière. Alors, ce qui veut dire que ce serait impossible pour lui de répéter ce qu'il a fait l'an dernier. Pour tout vous dire, j'ai cru en manche de qualification qu'il n'avait pas la vitesse de mordant de l'an dernier. Il se défend d'être un spécialiste des pistes boueuses, mais il s'est très bien défendu l'an dernier. Alors, on dit actuellement qu'il y a 12 secondes, 4 d'écart entre Ross Peterson et le meneur. Donc, c'est un écart qui se creuse. Et moi, je répète, on voit encore Arnaud Bernard qui défend chèrement sa troisième position. Ouais, c'est nez à nez, là. Vous savez que Arnaud Bernard, en ce moment, est en train, s'il termine troisième, inscrit la meilleure marque d'un Québécois en stade. On voit une chute, je crois que c'est une chute, c'est pas une chute d'un des meneurs. Non, c'est Troy Ritchie. Ouais, Ritchie a des problèmes, mais je vous jure que Bernard et Stafford sont en dans une lutte qui vaut à elle seule l'épreuve jusqu'à maintenant, parce que c'est une suite d'action-réaction. En fait, il y a une lutte à trois qui se fait là. En tête, il y a nécessairement Alan King qui colle assez allègrement au premier rang. Il y a Ross Peterson qui, lui, tente tant bien que mal de le rejoindre. Il a maintenant officieusement réduit l'écart à 11 secondes, selon les compilations qu'on nous fournit. Et la belle lutte, elle se fait pour la troisième place et elle se fait à 3. Oui, Et Stafford, regardez là. Stafford qui vient de reculer dans la deuxième. Et Stacy qui attaque aussi. Et Stacy qui est là également. Et toute une lutte pour la troisième position. Alors, troisième, Stafford. Oui, on va d'abord voir le leader, si vous le voulez bien. Alan Alors, c'est King. le numéro 71, Alan King. Et on va revoir au ralenti la façon dont Scooter À l'intérieur, a réussi à s'emparer du troisième rang. vous avez vu, pendant une fraction de seconde, Arnaud Bernard a dû se déporter vers l'avant de sa machine. Stafford est en arrière, il a accéléré et il a pris peut-être 3 ou 4 mètres sur lui. C'est vital. Et notre meneur, toujours Alan King, dont l'avance est légèrement supérieure à 11 secondes sur Ross Peterson. Peterson, pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, a commis une faute un peu plus tôt. C'était au deuxième ou troisième tour. Ouais, puis, Il a heurté une balle de poing qui pourtant n'était pas dans le chemin, mais il voulait prendre un virage tellement serré qu'il s'est fait jouer un vilain tour. Et vous voyez Ross Peterson qui a mis à l'écran, mais Scooter Stafford se lance à l'assaut de Peterson actuellement. Oui, et c'est un écart qui se réduit considérablement. Donc Arnaud Bernard vient de glisser en quatrième place. Alan King, toujours en tête. Ross Peterson, on voit ici le meneur. Alan King, très solide sur sa moto. Solide, très fort. On voit ce qu'il y avait de lui. Oui. Et il a même devancé un autre compétiteur. Il a un tour d'avance sur un des compétiteurs, Amicus. 8 tours à faire. Oui. On ne voit pas l'écran, mais C'est Troy Ritchie qui était le retardataire. Assez surprenant. Alors Ross Peterson, toujours au deuxième rang. Et on a de nouveaux chiffres, messieurs. Le retard de Peterson serait maintenant de 15 secondes sur Alan King. je ne le jurerai pas, mais sur un tour, on voit la roue arrière de Peterson s'immobiliser. Possiblement, Peterson a déjà eu des ennuis de frein. Si jamais il y a eu contact avec une autre machine, la tige des freins aurait pu être pliée, déformée, et le frein pourrait bloquer. Alors au troisième rang, c'est le numéro
79, Scooter Stafford. Attaqué par Andy Stacy. Oui, Stacy qui est le talonne maintenant de très très près. Alors quand on vous disait que tout peut survenir dans une course de 15 tours, eh bien, vous en avez la preuve. Les positions sont susceptibles de changer dramatiquement. Et voilà, c'est fait. Stacy qui prend 3e rang. Et Stafford a des problèmes. Oui, tout à fait. Alors, c'est le dernier tour, oui, et Alan King, à moins d'une défaillance mécanique. Regardez, on le voit à l'écran, il jette un coup d'œil. J'allais dire paresseux, un coup d'œil très prudent et là, derrière lui. Il sait, il connaît son avance. On le voit, il a même pris un tour à Carl Vaillancourt, qui est tout de même parmi les 10 premiers, si je ne m'abuse. Oui. Alors, Alan Carl King, se situe présentement parmi les 10 premiers. Alan King est en tête et je remarquais tout à l'heure que Peterson avait petit à petit grugé l'écart de presque 20 secondes qu'il a accusé il y a un moment sur King. Il l'a réduit à environ 15-16 secondes. Oui, mais avec un tour à faire, c'est trop peu, trop tard. Alors, on prépare le drapeau à damier et je pense que c'est une victoire très... Enfin, non seulement méritée, mais une victoire spectaculaire en plus pour Alan King. On voit Alan King pratiquement au ralenti, quand on connaît le... Alors, le voici à la ligne d'arrivée, la victoire donc de cette première manche. Et on a vu derrière lui, victoire de Alan Vaillancourt qui est venu là, mais il est parmi les 10e. Et là, Ross Peterson qui s'amène, c'est lui qui est officiellement 2e. Le voilà. En 3e, c'est le numéro 70, Andy Stacy. Oui. Pendant que nous avons maintenant une très belle scène, une très belle image. Et je pense que le point tournant de la course s'est produit dans les premiers tours. Et ça a été contre Ross Peterson. Il était en tête. Mais peut-être, Marc, a-t-il été trop audacieux pour aller chercher une courbe vers l'intérieur? Ce saut est bien réussi et bien négocié. L'atterrissage sera bon, on le verra. C'est très difficile à dire. Regardez, la roue, moi je pointerais à la tige de frein. Le mécanisme du frein arrière, ce serait mon hypothèse. Parce que j'ai vu la roue s'immobiliser. Cependant, les pilotes, au niveau de pilotage de Ross Peterson, ils utilisent le frein arrière pour stabiliser la machine. C'est toujours l'effet gyroscopique. Et ce ne serait pas une erreur de pilotage? Non, je crois pas. Alors, pendant qu'on voit celui que l'on peut qualifier, en tout cas pour cette portion du Super Motocross Laurentide, qu'on peut qualifier donc de roi du stade, c'est le grand gagnant du premier motocross. Il porte bien son nom, Alan King. Alan King, oui, tout à fait. Et il semble que ce soit maintenant confirmé. Ce soit Tom Carson qui a pris le 4e rang. C'est un peu plausible de voir Arnaud en 4e position. C'est assez incroyable. Carson qui a réussi une remontée tout à fait spectaculaire pour terminer au 4e rang. Épreuve de qualification, motocross, une épreuve de 6 tours. Le départ est sonné. Dans le peloton, on retrouve l'un des favoris de la poule, mais grandement handicapé, c'est le numéro 1, Ross Peterson, qui doit ralentir au premier virage. Il y a une chute quand même assez importante. Oui, ils sont d'ailleurs 4 compétiteurs qui ont... Un des favoris, Scooter Stafford. Il était du groupe qui a chuté, je pense. Vous l'avez bien vu, Marc? Oui, je l'ai vu à l'écran. Et là, Ross Peterson, on disait, n'est pas en position de tous ses moyens ou en possession de tous ses moyens. Il a quand même réussi à ravir la tête présentement, sans encombre et sans conquérir avec Campo de Laval. Peterson, antérieurement, il n'y a pas tellement longtemps, a été assez gravement blessé. Pas suffisamment grave pour l'empêcher de compétitionner, mais les médecins ont annoncé qu'il avait perdu environ 15 à 20% de la motricité de sa jambe droite. Un gros claquage. Gros claquage. Dans une chute d'une épreuve antérieure. Oui, une chute qui avait été relativement spectaculaire. On va justement revoir, parlant de chute, pas celle de Peterson, mais plutôt l'accrochage au départ. Vous voyez à quel point c'est extrêmement serré dans le virage 1. Et Peterson qui a été chanceux parce qu'il a réussi à se faufiler. Mais et Peterson qui a repris par la suite la tête sur le numéro 38, c'est Alain Campo de Laval. Donc Campo est toujours deuxième, Peterson est toujours en tête, bien sûr. Et petit à petit, il augmente son avance. Finalement, on voit qu'il conduit quand même suffisamment prudemment. Alain Campo, un jeune Québécois, un jeune espoir québécois qui fait une extrêmement belle course, qui était surpris lui-même d'être premier, je crois, qui a jeté un coup d'œil en voyant venir Peterson. J'ai l'impression qu'il a profité
un concours de circonstances, mais c'est Joe Waddington qui vient de prendre la deuxième position maintenant. Et c'est pas le plus mauvais des compétiteurs qui a revu la deuxième place. Et là, Campo vient de perdre une autre place. C'est Brent Ross, c'est notre fille de Brent Sherry. Et là, il a affronté vraiment des compétiteurs d'expérience, des compétiteurs chevronnés. Et Campo n'a pas à rougir d'avoir rétrogradé si rapidement de la deuxième à la quatrième place. On va revoir d'ailleurs, Pierre et Marc, ces séries de dépassements qui défavorisent le jeune Campo. Oui, alors justement, dans la série de boss, à la sortie des séries de boss, vous voyez avec de quelle façon Waddington est venu prendre l'intérieur. Il a littéralement coiffé le jeune Campo avant justement d'entamer la série de boss. Et par la suite, il confirmait sa deuxième position. Pendant qu'on le voit à l'écran, Joe Waddington, détenteur de la deuxième position de cette épreuve de qualification, qui est menée jusqu'à maintenant et de façon relativement importante. Camille, il ne semble pas jusqu'à maintenant nous démontrer des signes de faiblesse. C'est Ross Peterson. Ross Peterson, qui en dépit de ce plaquage à la jambe droite, conduit de maintenant. Il faut dire qu'on le trouve quand même très fort, très athlétique, Ross Peterson. Il est d'une force, je pense, qu'on ne peut pas imaginer à le voir, à voir son gabarit. Souplesse et grande force physique. Incroyable, Ross. D'ailleurs, parmi les coureurs de motocross, Ross est sans doute, quand on parle de percentile, au sommet du registre, parce qu'en moyenne, les coureurs de motocross sont plus petits que lui, ils sont menus, parce que l'important, c'est capacité aérobique, souplesse, résistance. Et c'est quand même incroyable l'avance de Peterson. Enfin, j'ai l'impression que Waddington a tout simplement décidé lui aussi de plutôt adopter une vitesse de croisière, puisque lui non plus n'est pas menacé au deuxième rang. Mais pour la troisième position, et ça, je pense que c'est remarquable parce que Sherry vient de perdre sa troisième position. Alors, c'est Mike Harden maintenant qui est détenteur de la troisième position. J'allais ajouter il y a quelques instants que Mike Harden n'est pas le dernier venu. Il est l'un des deux seuls pilotes à avoir ravi un titre canadien à Ross Peterson. Il a été champion en 500 cm3 sur piste naturelle, je crois, il y a 3 ans. Alors pour la troisième position, c'est là que se déroule jusqu'à maintenant cette lutte, mais déjà Harden a amorcé un sprint qui lui permet de distancer déjà de façon plutôt considérable Brent Sherry, alors que Ross Peterson arrive dans le dernier droit et va franchir dans quelques secondes la ligne d'arrivée. Voilà, c'est fait. Et on est content dans la réaction. Oui, il y a peut-être une chose que nos téléspectateurs n'ont pas pu observer, ce sont les éclairs de magnésium dans le stade. Et on en voit à l'occasion, mais jamais autant lorsque Ross Peterson franchit la ligne d'arrivée. C'est incroyable de voir les éclairs de magnésium lorsque Peterson franchit la ligne d'arrivée. On photographie d'autres vainqueurs, mais jamais autant que celui que vous voyez présentement, Ross Peterson, le favori du stade ici à Montréal depuis nombre d'années, et on l'a souligné, n'est pas en possession de tous ses moyens aujourd'hui, fait preuve de courage et de résistance en dépit d'une blessure assez grave à un muscle de la cuisse dans la jambe droite. Alors pendant que l'on se prépare pour une autre épreuve de qualification, rappelons que Ross Peterson vient de remporter cette épreuve devant Joe Waddington et en troisième place, Mike Harden. Eh bien, en début d'émission, nous vous avions annoncé que pour la saison estivale, l'émission L'Univers des sports ne comporterait qu'un volet, un sport par volet. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, nous devons faire une pause pour quitter le sport motorisé et aller du côté du hockey. Pourtant terminé depuis dimanche dernier. On sait que les Flyers de Philadelphie ont poussé les Oilers d'Edmonton à la limite de 7 matchs. Et pour revoir les meilleurs moments de ce 7e match, nous retournons pour un instant en studio en compagnie de nos experts. Démonstration de ce qu'il ne faut pas faire en saut avec une machine de motocross, parce qu'il faut déporter le poids vers l'arrière pour que la moto adopte une trajectoire plate. Alors que nous avons une très belle image maintenant de Robert McCullough, notre leader, le numéro 219. Il est suivi d'Alan King et David Rudnicki. Oui. On voit numéro 47 et Glenn Nicholson, numéro 47. Où se trouve-t-il? Je vois plutôt le 747 de Dennis J. Oui, c'est Je ça. pense que c'est Dennis J. C'est possible que ce soit Dennis J. Et Alan King vient de prendre la tête. Alors King n'a eu besoin finalement que d'un tour
un tour et quart ou un tour et demi pour reprendre une position qui lui est familière, Camille. Mais McCulloch lui résiste. Parce que King a été patient aussi, mais King est également tenace. Ouais. Et là, c'est fait. Tout à fait. On va le revoir d'ailleurs. C'est une manœuvre extrêmement spectaculaire qui démontre beaucoup d'habileté de la part de Alan King. On va le revoir au bataille. Oui, toute une bataille. Alors voici donc McCulloch qui ne peut tout simplement rien faire. Il n'a qu'à regarder passer Alan King qui a une vitesse et une maîtrise de son véhicule, je pense, nettement supérieure. Et qui vient couper la trajectoire, sinon toucher la roue avant de McCulloch. Il était à quelques pouces seulement devant la roue de McCulloch, mais McCulloch est venu tout de suite après le talonner et maintenir. McCulloch maintenait peut-être une vitesse un peu décevante lorsque King était derrière lui, mais là McCulloch démontre plus d'agressivité, plus portant dans son attaque du parcours. King en fait autant et King quand même à l'avance pour le moment. King et McCulloch, belle lutte pour la première place. En deuxième ou en troisième présentement, c'est Davy Rodnicki. Et Eric, on Carl Vaillancourt qui attaque Rodnicki. Carl Vaillancourt qui est tout près et c'est Glenn Nicholson qui suit Vaillancourt. Là aussi, c'est également fort intéressant. Oui, alors on va tenter de les identifier justement. Alors vous voyez ici, Rodnicki. au bas de l'écran, Alan King. Vous avez derrière Robert McCulloch qui franchissent le point d'arrivée. Ce n'est pas encore terminé. C'est la mi-course maintenant. Vous avez vu d'ailleurs le signaleur croiser les deux drapeaux, ce qui indique que c'est la mi-course. Je vous avoue, je suis surpris de la performance de McCulloch parce qu'Alan King est loin d'être le dernier venu. Il terminait 6e au championnat américain en 500 cm3 l'an dernier. Et il est parmi les 10 premiers en ce moment au championnat américain de motocross en stade. De plus, c'est un colosse 6 pieds, 4 pouces, 195 livres. Oh. Évidemment, vous avez mentionné à plusieurs reprises, Marc Lachapelle et Camille également, la force physique incroyable de ces athlètes. Ils sont des athlètes, mais ce qu'il faut quand même remarquer, ça a l'air facile. On a l'impression que la machine fait tout, Marc. Mais plusieurs parties du corps sont constamment taxées de travail. Toutes les parties du corps. Les jambes en particulier, les jambes, les bras. Et là, Rodnicki qui est dans le trouble, messieurs, vient de caler son moteur et a cédé sa deuxième position. La troisième position, c'est-à-dire à Carl Vaillancourt. Bon, alors à surveiller celui que vous voyez tout à fait au haut de l'écran. Il a disparu maintenant, mais on le reverra, c'est Carl Vaillancourt. Alors, Alan King, donc, au premier rang. Robert McCulloch en deuxième. Et surveillez bien, le voici numéro 7, Carl Vaillancourt, qui a été récipiendaire, Marc, on doit le dire, de ce programme de course qui a été mis sur pied par les organisateurs du motocross et également d'autres entités, dont les commanditaires. Parlez-nous-en un peu, justement. D'ailleurs, bon, et là, peut-être un petit à surveiller dans le sillage de Vaillancourt, le numéro 5, l'expérimenté Glenn Nicholson. Et Marc, un mot sur les bus. Sur Vaillancourt et sur le programme de course. Ah bon, voilà, le programme de course. Bon, c'est 2 000 $ qui ont été remis. 3 bourses ont été remises aux 3 meilleurs Québécois de l'an dernier au Super Motocross. Et cette somme a été remise à Carl Vaillancourt, Arnaud Bernard et Richard Sirois. Malheureusement, Richard Sirois, qui s'est blessé quelques jours avant l'épreuve. On voit maintenant Carl en 3e position, donc il accède à la finale. Oui, qui peut accéder à la finale, mais on a vu également successivement 5 compétiteurs assez près l'un de l'autre. Nicholson, que l'on voit présentement, est le 4e. Et en 5e place, à vérifier si Rodnicki, non, pas Rodnicki qui est là en 4e. Vous m'avez... À voir, peut-être Dennis James, j'ai l'impression. Ouais, vous m'avez entendu confondre le prénom Carl et Eric. Je crois que c'est excusable parce qu'ils sont 3 frères, les Vaillancourt, 3 jeunes coureurs de Drummondville. Il y a eu Pierre, Eric et Carl. Et Carl est le Benjamin, 17 ans. Il a égalé le record de Pierre Couture en devenant sa première saison chez les experts, champion québécois en 125 et 250, à 16 ans seulement. Alan King, notre meneur, Pierre, Alan King, à un tour de la fin, ne devrait pas avoir de problème. Toujours suivi quand même d'assez près, Camille, de Robert McCulloch. Et c'est également une très belle lutte que nous devrons surveiller jusqu'à la fin pour la 3e position, puisque la 3e position est celle de Carl Vaillancourt. Voilà, il apparaît à l'écran maintenant, le numéro 7. Là, c'est King en tête. Carl Vaillancourt nous a donné un spectacle 3e place, Vaillancourt. extraordinaire l'an dernier. 3 chutes en demi-finale et il est revenu
se qualifier dans cette épreuve. Et il est un des favoris de la poule maintenant. Alors, nous avons Carl Vaillancourt en piste actuellement. Surveillons son travail, Marc. Oui, Marc et Pierre, par surcroît, Vaillancourt, on se rappelle au départ de cette épreuve, de son survirage qu'il n'a pu contrôler. Et là, il va s'amener. Bon, troisième. En finale. Il était le 8e ou 9e après son survirage. Quelle belle remontée. Il a peut-être profité du calage de moteur de Rodnicki, mais quand même, il fallait le faire pour remonter jusque-là. C'est la course. Oui, il faut dire également à la défense de Vaillancourt qu'il avait amorcé d'ailleurs une remontée sur Rodnicki. Alors, rien ne prouve qu'il n'aurait pas de toute façon remporté cette troisième position. Et on voit la fin. Donc, dans le virage numéro 10, dans le sillage, parfaitement. Et il franchit la ligne d'arrivée au troisième. Vous avez remarqué, jamais une perte de contrôle, tandis que Carl en était à sa première présence seulement l'an dernier. C'est sa deuxième présence au stade cette année. C'est remarquable. Il a maîtrisé son enthousiasme et son instinct de fonceur. C'est un fonceur. Et vous rappelez son âge, Marc? 17 ans. Il n'a que 17 ans. Pendant que nous voyons notre vainqueur de cette épreuve de qualification, Alan King, au deuxième rang, Robert McCullough, et au troisième rang, une très belle performance. Rappelons-le, il accède directement à la grande finale, le Québécois Carl Vaillancourt. Près de 90 000 spectateurs ont assisté aux événements de la fin de semaine au Stade olympique à Montréal, dont quelques 54, presque 55 000 dans une des soirées. Et nous assistons à cette finale devant quelques 55 000 spectateurs. Ils sont 25 à la ligne de départ. Nous y retrouvons bien sûr tous les grands noms de ce sport. Ross Peterson qui est en conversation présentement avec un des hommes de son équipe. Il y a Tom Corson qui est tout près aussi. Alan King. Alan King. Qui était vainqueur de l'une des manches d'ailleurs. D'ailleurs, on s'amusait. Et Mark McLaren qui est là également. Et il y a quelques secondes à peine, Marc Lachapelle, Pierrot et moi-même, nous amusions à tenter de connaître qui pourrait l'emporter. Et il y a plusieurs noms qui ont refait surface, ce qui prouvait nettement que les chances, parmi les 25, on peut pratiquement dénumérer 15 et dire, bon, bah, 10, 12, et tirons au sort et on pourra y aller. Et puis, tout se joue peut-être pas au départ, mais disons 75% de la course. Non, peut-être pas juste au départ, comme tu soulignes. Quand le calibre est bien égal. Oui, parce qu'il y a 15 tours de piste. Oui. Bien sûr que le départ, on aime l'observer, on joue des coudes, on joue serré, on veut prendre une position, mais avec une épreuve de 15 tours, il y a des possibilités de récupération. Le décompte est commencé. Mais à coureur égal, vous prenez 5 coureurs, celui qui part premier sur un tracé qui est tout de même assez étroit, avec un virage, le premier virage du serré. Alors attention, messieurs, au départ, Camille Lebout. Les moteurs sont à leur point culminant et les barrières sont tombées. Ross Peterson est complètement à l'intérieur. De l'extérieur, c'est Alan Dick qui part. Alan Peterson tout près de lui. Et c'est Peterson reprend dans la tête. Déjà, la clameur de la poule qui se fait entendre, c'est lui, littéralement, le favori du stade. Mais Ross Peterson n'est pas au sommet de sa forme. Blessé dans les rencontres antérieures. Alan Dick, il va Nicholson troisième. Il doit travailler avec une jambe droite. Et puis, Arnaud Bernard est quatrième maintenant, messieurs. Arnaud Bernard qui est très agressif depuis le début de ses rencontres. Et Peterson, Alan Dick, maintenant c'est Tom Carson qui est devant Grant Nicholson et Arnaud Bernard. Oui, Bernard qui a suit le scooter Stafford. Qui vient de doubler Nicholson. Arnaud est maintenant quatrième. Oui, Arnaud Bernard qui se lance à l'assaut de Tom Carson. Et Tom Carson qui n'est pas le dernier venu, messieurs. Ben non. Et Arnaud Bernard aura beaucoup de travail à faire, mais on l'a vu plus tôt. Il est, je pense, un Arnaud Bernard plus agressif que jamais auparavant, plus déterminé. Il ne le laisse pas abattre par de petits inconvénients mineurs. Il refonce continuellement. Et je pense que le départ, il vaut la peine d'être vu avec cette lutte dans le virage, ce démarrage en fougue de la part de Peterson là-bas. Et un peu à l'extérieur, surveillé par le numéro 2, Alan Dick. Voilà. C'est Dick qui a pris la commande au premier droit. Sauf que c'est Ross Peterson qui détient la corde et qui a frôlé les balles de poing tout au long de la ligne droite et qui prend la première position. Et puis, maintenant, messieurs, nous avons Alan King à quelques mètres derrière Arnaud Bernard qui attaque Tom Carson pour la quatrième position. Et Arnaud Bernard... Nous le voyons à l'écran, d'ailleurs. Oui, Alan King qui remonte, tente actuellement de s'emparer de la quatrième position. Alan King qui
195 livres. Tout à fait. Sixième au championnat américain en 500 cc l'an dernier, qui est de tout premier calibre. Voilà Arnaud Bernard que l'on vient de voir, le numéro 8 en troisième position. Derrière lui, il y a une belle lutte qui se dessine depuis quelques instants. King et Carson. Alan Dick, lui, Qui a fait un faux pas, oui. un faux pas en deuxième position. Attention, Alan King qui a doublé la position. Et là, Arnaud est certainement menacé parce que King est extrêmement rapide. Voyons, encore bon troisième. Oui, Et messieurs, ça va venir à Alan King qui est dans la troisième position. Arnaud Bernard peut-être un peu de fatigue. C'est Arnaud qui revient chercher. N'abandonne pas. Et c'est une section de la piste qu'il est très exigeante, mais qu'il a déjà franchi avec beaucoup plus de brio. Il y a possiblement une petite fatigue, mais c'est pas terminé, il reste 10 tours. Pourra-t-il récupérer mentalement et physiquement en forçant un peu moins, y allant de façon un peu plus détendue? Il reste 9 tours maintenant, puisque les meneurs viennent de franchir le fil. Ross Peterson, que l'on voit actuellement, qui a déjà doublé bon nombre de concurrents. Peterson qui a maintenant 6 secondes d'avance, à peu près 6 secondes et demie sur Alan Dick. Mais Alan Dick, lui, son avance est considérablement rétrécie parce que Alan King est assez trop. Arnaud Bernard, lui, protège toujours sa quatrième position avec certains petits problèmes. Et ça permet à... Carson. Bernard a des problèmes. Oui. Arnaud Bernard... Toujours cette section de boxe. Tom Carson, facilement, vient s'emparer de la quatrième position. Regardez Arnaud Bernard qui revient. Eh bien, il a du courage, Arnaud Bernard, monsieur. Il m'impressionne. Mais je crois que c'est exactement c'est précisément dans cette section de bosse que l'on peut noter la fatigue ou la fatigue qui gagne un coureur. Parce que ça demande toute son attention, toute l'énergie, synchronisme, souplesse, énergie. Alors c'est Carson maintenant qui est quatrième, Arnaud Bernard est cinquième, Andy Stacy est sixième et Scooter Stafford septième. Glenn Nicholson, lui qui a fait un bon départ, est tombé au septième rang. Et il y a 5 tours, monsieur, l'avance de Ross Peterson sur Alan Dick était de 8 secondes 3 cinquièmes, 3 dixièmes. Et maintenant, 5 tours plus tard, elle est de 6 secondes et 1 dixième. Donc, et elle a crusé 2 secondes. Et Alan King est à 1 seconde, peut-être, disons 2 ou 3 secondes derrière Alan Dick. Oui, ça varie entre 1 et 3 secondes au maximum. Et on a Alan King qui attaque Alan Dick. King était pour la deuxième position. Alan King a déjà remonté 3 positions. Il est maintenant rendu en 3e place. Et voici maintenant la poursuite du détenteur du 2e rang, Alan Dick. Et je peux peut-être vous souligner, messieurs, c'est un nom qu'on a mentionné assez souvent, c'est Paul Kingsley qui semble blessé assez sévèrement. Kingsley qui recevait les premiers soins quelque part sur le circuit. Alors, espérons que ce n'est pas trop grave. Paul Kingsley qui est un pilote qui monte une moto européenne, de fabrication européenne, autrichienne pour être plus précis. Et voilà, c'est King. Alan King, voilà, deuxième. Et devinez où, toujours cette fameuse section extrêmement ondulée, difficile. Et dans cette section, je veux surveiller Arnaud Bernard, qui plus tôt négociait ce parcours avec énormément de brio. Et maintenant, Malheureusement, il a été doublé par Andy Stacy. Andy Stacy l'a même doublé. Scooter Stafford va peut-être le faire. Alors, Arnaud Bernard, Il y a une question de fatigue. oui, c'est pas de la mécanique. Il semble épuisé, complètement épuisé sur sa monture. Il faut dire qu'Arnaud a subi une blessure à l'automne dernier en Italie au motocross des Nations, qui est une épreuve qui réunit les meilleurs coureurs de chacun des pays. Et il est remplacé à ce moment-là Ross Peterson qui a été blessé lui-même. Et il a subi une autre blessure au début de l'année. Donc, il y a sans doute un certain manque côté entraînement. Il a manqué de temps pour sa préparation au printemps. C'est très possible. Parce que la technique y est. Il nous l'a prouvé. Alors, Alan King, qui actuellement, on le voit très bien à l'écran, protège sa deuxième position devant Alan Dick. Alan Dick qui a été deuxième pendant une très grande partie, pendant les 6 ou 7 premiers tours de cette compétition. Et Alan King a réussi à le doubler pour s'emparer de la deuxième position. On le voit très bien ici, le numéro 71. Et King, qui est en pleine accélération, en parfaite condition physique, qui attaque maintenant la première position. C'est Dick de Ross Peterson. Oui, Alan Dick. Alan King qui se lance à l'assaut de Ross Peterson. L'écart de Peterson est quand même très considérable. Il ne reste que 2 tours. Il ne reste que 2 tours. Alors, voici
qui va prudemment. Sans dire que c'est dans la poche. On a quand même une avance qui sera extrêmement difficile à remonter en 2 tours. Même pour Alan King. Ah ouais. Parce que là, en 2 tours, 7 secondes et demie d'avance sur Arlen King, 9 secondes et demie d'avance sur Arlen King. Ça, c'est l'avantage que connaît présentement Ross Peterson. Et il faudrait peut-être revenir au départ pour les coureurs d'escalade, comme tu l'as déjà souligné, Marc. Comment il a lutté pour aller arracher sa première place et ensuite la maintenir à conserver avec brio, intelligence et dextérité. D'ailleurs, Ross Peterson et Alan King se connaissent très bien. Les positions sont inversées par rapport à la finale que l'on a vu un peu plus tôt cette fin de semaine. Parce que Peterson a terminé deuxième malgré sa blessure et des ennuis mécaniques d'ailleurs. Oui, malgré une chute. Oui, malgré une chute qui était assez sévère pour le blessé, comme nous l'avons dit. Ross Peterson qui va entamer dans quelques instants le dernier tour de cette deuxième manche du Super Motocross. Et King est sorti de piste. Entre les virages 6 et 7, une sortie de piste de Alan King. Il y en a un autre qui est voici, il est revenu en piste. Voilà, il est revenu en piste, mais il a perdu la deuxième position. Oh là là. Alors, on va le revoir. Alors Marc, on vous laisse décrire. Les fameuses rainures qui le font dévier. Il a perdu l'équilibre complètement. Et d'ailleurs, c'est là, c'est sur le même saut, mais à l'intérieur que Peterson a chuté. Alan King est quitté dans l'image et est venu lui voler une deuxième rang. Vous voyez ce que King a fait? Il a fait pivoter sa machine pour revenir au même point pour ne pas être disqualifié. Ça, il faut le faire. Ça nous a impressionné, Camille, merci. Écoutez, à 6 pieds 4, 195 livres pour lui, c'est un scooter. Parvenir à l'ami Stafford. Vous n'avez rien contre les scooters, M. Lafayette. Absolument rien. Et pendant, les roues sont gratuites. voilà qu'on est dans le dernier tour pour Ross Peterson que l'on voit présentement. Je reviens à l'avant-épreuve où l'annonceur du stade demandait aux quelques 55 000 spectateurs qui voudriez-vous voir gagner. Il énumérait des noms et la plus grande clameur, elle se fait entendre lorsqu'il a donné Ross Peterson. C'était la clameur du stade. Et je me demande si Ross Peterson, qui était à ce moment-là à la ligne de départ, entendait cet encouragement des spectateurs. Ross Peterson remporte cette deuxième manche du Super Motocross. Une victoire de courage. Deuxième. Et il sera sûrement très déçu. Nous le verrons dans quelques instants. Le voici dans le dernier virage au 3e rang. Le voici Alan King. Et nous allons voir le quatrième. Au 4e rang, le numéro 70. Au numéro 68, vous avez raison, c'est Tom Carson. 69, Andy Stacy sera 5e. Et là, je pense qu'il y a Arnaud qui a maintenu sa sixième position. Oui, parce que ce sont des retardataires qui Oui, étaient tombés. absolument. Alors, Arnaud Bernard. Une très belle 6e position. Est-ce que Glenn Nicholson sera... Je dirais que une chute de Je pense que Nicholson... Oui, Nicholson... J'allais en parler de Carl Vaillancourt en disant je l'ai cherché un moment pendant la course, il avait des problèmes. il se mettait... Il était parmi les 10 premiers à un moment donné, mais une chute comme celle-là, il voulait peut-être trop pousser, trop d'audace, manque de patience peut-être, et ça lui a coûté plusieurs positions, mais Carl Vaillancourt va aller terminer son épreuve. Avec le décompte que l'on fera, la distance parcourue, pas possible que Carl, qui était sur un tour additionnel, comme on le voit, Il pourra peut-être avoir une position avantageuse malgré tout. parce qu'il roulait. Le voici Carl Vaillancourt qui va franchir la ligne d'arrivée. Donc, son épreuve est terminée. Il a franchi les 15 tours. Alors, nous allons attendre pour voir Paul Kingsley où ça va se terminer. Voici Paul Kingsley. Oui, on en parlait un peu plus tôt. Kingsley qui a été victime d'une chute. Et là, c'est la chute de Vaillancourt qu'on voit ici à l'écran. Un autre coureur semble impliqué. Est-ce qu'il aurait frappé? Qu'est-ce que c'est? Scooter Stafford, peut-être avec les couleurs moto jaune. de moto, enfin. Alors donc, Ross Peterson, Camille... Eh bien, je pense qu'on a presque tout dit au sujet de Ross Peterson. Et moi, j'admire surtout, non pas seulement son talent, sa dextérité, sa force, je veux admirer son courage. Après avoir connu la chute dont il a été victime, qui l'a blessé gravement à la jambe, on en a parlé, son courage, sa résistance. Et je peux relater peut-être un incident aux téléspectateurs, nous ne pourrons pas vous le montrer. C'est lorsqu'il a été blessé après l'épreuve. Nous l'avons vu sur civière, sac de glace, grimaçant, les médecins à ses côtés, on le transportait à l'hôpital. Et aujourd'hui, de retour en piste. Marc Lachapelle, nous avions promis de l'action aux téléspectateurs, nous en avons eu, et en particulier, elle nous fut donnée par Ross Peterson.
Oui, parce que malgré une compétition très serrée, derrière lui, Peterson a filé devant dès le départ, en finale, malgré sa blessure, un claquage sévère qu'il a subi dans l'autre manche du championnat canadien, ici à Montréal. Et on peut noter, à part cette performance, qui est un témoignage de courage finalement, celle de Arnaud Bernard, qui était troisième, qui a rétrogradé en huitième, mais qui fait une très belle course lui aussi. Très spectaculaire.